Aujourd'hui, un épisode hors série, c'est le week-end et donc j'ai pas spécialement de raison de marcher, même si là je reviens du centre-ville où je suis allé manger. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Pour cette hors série, je voulais revenir un petit peu sur l'épisode précédent, sur les chiffres pairs et impairs. Évidemment, les épisodes, on les réécoute quand même avant de les poster, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'imprécisions et que voilà, dans les mathématiques, l'imprécision, c'est pas quelque chose de désirable. Donc oui, j'ai utilisé nombre au lieu de chiffres, j'ai utilisé des approximations en fait. Mais voilà, voilà, je veux même pas le corriger en fait. J'ai même pas envie de rééditer un épisode ou quoi. Il est comme ça. Ça fait partie de voilà, l'intégrité intellectuelle. Je parle avec mes mots, je parle de ce que je vois, ce que je ressens. C'est pas grave. C'est pas un drame et voilà, le but c'est pas d'être technique en fait, c'est pas d'être dans l'excellence technique. Tout va bien, vous inquiétez pas. Et donc aujourd'hui ce marché parlé n'est pas un marché parlé puisque c'est un hors-série, donc je suis assis. Du coup, je pense que la qualité sonore va être bien meilleure pour vous. Et puis c'est l'occasion de parler des sujets un petit peu différents. Alors ou pas forcément d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc, c'est les erreurs en fait. Les erreurs quand on en fait, etc. Pour en référence à l'épisode précédent qui contiennent des imperfections et tout, mais aussi dans la vie. Et quand je dis les erreurs, c'est pas forcément que des erreurs malheureuses, hein. En fait, je peux même élargir le thème aux expériences en fait, puisque l'erreur ça fait partie de l'expérience, comme le succès ça fait partie de l'expérience. Donc les expériences en fait. Et je pensais à quelque chose il y a pas si longtemps. J'ai un couple d'amis à moi malheureusement qui se sont séparés et j'ai pu recueillir comme témoignage le fait qu'une des personnes voulait vraiment tourner la page. Elle a vraiment utilisé ces termes, c'est des termes qui s'utilisent souvent. On dit oui, j'ai envie de tourner la page, j'ai pas envie. Alors l'image, on la comprend, hein, on veut bondir vers l'avant en fait. On veut essayer de ranger ça. Quand on tourne la page, on range ça en fait du côté droit au côté gauche. Quand on flippe la page comme ça, hop. Donc c'est rangé, c'est ordonné, c'est dans le passé, c'est derrière. C'est bien, il n'y a pas de souci. Mais à cette personne-là, je lui ai dit, tu sais, j'évite d'utiliser ces termes parce que oui, je parle aussi de la même façon que je parle dans mes marchés pareils. Je suis vraiment comme ça, hein. C'est pour ça que c'est assez incontrait le truc. Donc je lui dis, tu sais, peut-être tu devrais là dans les médias tu es à chaud donc tu peux pas avoir de recul, etc. Mais peut-être que dans le langage, quand tu dis je veux tourner la page, tout ça, tu devrais réfléchir à autre chose. Tu devrais réfléchir par exemple au fait d'être un patchwork. Moi je pense qu'on est les patchwork en fait de nos expériences, qu'elles soient bonnes, pas bonnes, etc. Et c'est un petit peu ma philosophie de vie, c'est-à-dire peu importe ce qui me soit arrivé, ce que j'ai vécu, etc. C'est là, c'est présent en fait. Je vais pas le renier en fait. Je vais pas faire du révisionnisme. C'est fait, c'est fait. Le tout, c'est d'essayer peut-être de comprendre euh, les dynamiques derrière, les forces qui sont intervenues à droite et à gauche pour nous mettre dans telle ou telle situation ou nous tirer de telle ou telle situation. Et voilà, moi je vis avec ça, c'est mon patchwork de vie en fait. J'ai eu des expériences heureuses, j'ai eu des expériences malheureuses, mais je suis pas quelqu'un qui dans mon choix de mots en fait va tourner la page. Je mets pas les choses comme ça en archive bêtement. Je cherche pas à oublier le passé, à faire une fuite en avant en fait. Non, je suis quelqu'un qui vit comme tout être humain et à qui il arrive des choses. Je vais vous donner un exemple. Cet exemple, c'est également la réponse à un podcast comme ça, un marché parlé, qu'on m'a envoyé sur l'histoire d'une dame qui avait perdu 48 kilos. 48 kilos en un an. Ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui a de l'embonpoint. J'ai toujours été comme ça en fait depuis assez jeune, c'est pas le souci. Et il y a 7 ans de ça,
maintenant, ou 6 ans, je sais plus, j'étais en licence de biologie à l'époque. Je, je me suis mis à nager en fait, mais je me suis mis à nager avec un petit peu une force du désespoir parce que j'avais raté mes concours de médecine. Moi là-bas, je suis quelqu'un qui voulait vraiment être médecin. Et c'est d'ailleurs un peu toujours le cas, on verra comment on va se débrouiller maintenant que j'ai quelques titres, on verra où la vie nous mène. Et donc avec le contre-investissement en fait, le contre-coup d'avoir loupé un avenir, je me suis mis à nager en fait. Et à la base je me mettais à nager juste parce que quand on nage, on réfléchit pas trop, ou alors on réfléchit intensément à des choses qui sont, enfin moi en tout cas je réfléchis intensément à des choses très techniques. Mais du coup, je réfléchis pas trop à mon psychisme en fait. Je suis surtout sur les sensations du corps, mon équilibre, mon assiette dans l'eau, le timing de ma respiration, etc. Donc voilà, je nage. Et à l'époque, je m'étais fixé comme objectif, je savais pas du tout, puisque c'est pas une nage qu'on apprend forcément à l'école comme ça. Je m'étais dit, voilà, j'ai envie de nager le papillon. C'était mon petit objectif local, voilà. Voilà. Quelques mois passent et à force de nager, de m'acharner en fait, vraiment très très fort, hein, puisque j'avais nagé absolument tous les jours que le bon Dieu fait, y compris le dimanche, et je faisais un minimum de 3 bornes tous les jours. J'arrive à maîtriser la technique, et puis j'arrive au bout de mes 3 bornes à enchaîner en plus un 500 mètres papillon, et puis je fais ça pendant des mois et des mois. Et la conséquence immédiate de ça, c'est qu'évidemment, je perds énormément de poids. Je perds une quarantaine de kilos. Je crois que 40, ça doit être le chiffre exact, peut-être 41 ou 42, quelque chose comme ça. Euh, et pour faire des références à votre podcast, c'est vrai que quand on se transforme comme ça, alors surtout quand on est dans sa bulle, puisque là j'étais dans un délire perso, je me disais ouais j'ai envie d'apprendre le truc et tout, donc quelque part je voulais cette transformation aussi parce que je me disais que ça allait vers un mieux pour mon physique, c'est sûr. Mais on s'en rend pas trop compte parce qu'on se voit tous les jours dans le miroir, on se suit et au final on s'en rend compte quand on voit ses habits en fait. Ses habits sont trop gros, ça va plus. La ceinture n'a plus assez de trous, faut commencer à faire des trous à la ceinture et puis bon, il y a des petites choses comme ça, mais rien de très surprenant. Les chaussures sont trop grandes. Ça c'est un truc qu'on ne dit pas. On dit pas deux choses quand on perd 40 kilos comme ça. Il y a deux choses qui changent pour moi qui sont essentielles. C'est la peau, effectivement. La peau, elle est encore détendue en fait, parce que la perte de poids était trop rapide. Donc la peau n'a pas pu s'ajuster en fait au volume. Donc t'as un surplus de peau, hein, qui est pas des plus beaux effectivement, mais qui est là. Et tu as un autre truc, c'est que tu perds des pointures de chaussures. Alors moi je suis passé du 45 au 43. Parce que le pied est moins écrasé en fait par la masse de ton corps. Donc quand le pied est écrasé, la voûte plantaire en fait est écrasée et le pied est vraiment étendu complètement à plat. Et quand on perd un peu de poids, ben, la voûte se recreuse et au final on a un pied qui est un peu plus court. Voilà. Donc ça c'est les conséquences un petit peu bizarres. Et le patchwork en question, c'est que après cette période-là, j'ai repris tranquillement mon poids. Alors j'ai pas repris les 40 kilos, j'en ai repris une trentaine, hein. Je suis plus du tout au même masse qu'avant, mais bon voilà. Et c'est venu petit à petit. Ça n'a rien du tout à voir avec un changement brutal de vie, etc. C'est venu vraiment gramme par gramme, insidieusement. Ça a mis des années à venir. Donc c'est là où tu vois pas trop le truc venir en fait. Et puis ça revient. Et évidemment, si on regarde dans ma vie, il y a une période, on va dire, de succès qui était celle où j'ai perdu de la masse, et puis il y a le reste de ma vie en fait. Et ça me permet d'avoir de l'expérience sur le regard des gens qui changent, ça m'a permis d'avoir tout un tas de choses, et c'est quelque chose que j'ai pas du tout envie d'occulter ou d'oublier. Puisque pendant cette période-là aussi, c'était la période où je bouffais des protéines, je bouffais de la créatine, tous les compléments de sportifs que vous pouvez imaginer. Si vous avez des gens autour de vous qui prennent ça, c'est pas la peine, quoi. La créatine, ça sert à troubler les tests de dopage
Et ça n'a que cette utilité-là en fait. Ou alors ça fait prendre du volume dans les muscles parce que ça fait un appel d'eau. Mais c'est pas de la potion magique, hein. Ces trucs-là, tout ce que ça m'a fait, ça m'a bousillé les intestins. Donc voilà, mon retour d'expérience perso, c'est que j'ai mis des années à m'en remettre pour pouvoir de nouveau avoir un transit correct. Donc après, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez suivre la publicité ou alors les retours clients. Ça, c'est chacun fait comme il en a envie et fait comme il peut. Et donc, ce truc-là pour vous dire que voilà, ma vie, c'est pas quelque chose de linéaire. Nos vies, c'est pas quelque chose de linéaire. On a des phases comme ça d'expérience où on change, on truc, on machin. Et moi, je collectionne ça un peu. J'ai pas de remords en fait. C'est le point où je veux en venir. J'ai aucun remords en fait à avoir repris mon statut actuel. Mais aucun en fait. Parce que entre-temps, j'ai appris à avoir tellement de force de caractère en fait, à me battre comme ça, à machin, que aujourd'hui, franchement, voilà, je suis à un stade où je m'en fous en fait. Je me sens bien, ça va, ma santé est bonne, tout va bien. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Période. Donc voilà, c'était le sujet épanchement de vie, un petit peu. C'était pour dire que voilà, j'ai connu les hauts, j'ai connu les bas. J'ai connu la perte d'identité aussi, deux fois. Alors donc une fois en perdant de la masse. Parce que on se reconnaît plus, on sait pas. Dans le podcast de cette personne, c'est très bien dit. Elle dit, je sais plus comment m'habiller, je sais plus comment machin. On sait même plus, pour tout vous dire, quelle est la taille de son cul quand on cherche à s'asseoir quelque part en fait. Parce qu'on a tous en tête le gabarit de notre corps en fait, mais quand on perd tellement vite, on n'a aucune idée. Et donc moi je continuais à m'asseoir avec des postures en fait euh, de personnes avec un embonpoint, alors que non, je l'étais plus du tout. Donc c'est une façon de se tenir, si vous voulez, comme ça, assez imposante, alors qu'il n'y avait plus de raison, quoi. Donc ça donne des choses assez, au final, c'est assez rigolo. Et voilà, on sait plus du tout comment s'habiller parce qu'en fait, pareil, le compas qu'on a dans l'œil, parce que voilà, on arrive à évaluer aussi la taille de ses fringues. Il est 10 tailles au-dessus en fait. Donc on a toujours tendance à se fringuer trop large alors que faut rabaisser le truc. Donc voilà, c'est tout un tas de petits trucs. Le regard des nanas change, bien sûr. Et au début, moi j'avais aucune idée de ce qui se passait. Nana me souriait, j'étais bon, moi j'étais taillé en V, hein. Voilà, moins de 40 kilos, j'étais taillé en V, hein. Il y avait les abdos, il y avait tout, hein. Voilà. Et bon, tu sais pas trop comment réagir à ça en fait sur le moment. Tu dis bon machin. Donc ta personnalité en fait, elle doit se redéfinir. Moi, contrairement à cette nana, ça s'était passé plutôt en douceur en fait, parce que c'était aussi une époque où j'ai pu rencontrer des gens particulièrement intéressants qui font encore pour certains partie de ma vie. Et donc non, je m'étais bien démerdé. Moi, je vois pas trop en fait les difficultés de cette personne au niveau de son insertion sociale, tout ça. Elle s'était mis en fait, elle s'était justifiée toute sa vie rapidement, hein. Toutes les difficultés qu'elle a eues dans sa vie, elle les avait mises sur le point en fait. Elle s'était dit ouais, c'est parce que je suis grosse que les gens me regardent comme ci, comme ça, etc. J'ai jamais eu ce truc-là moi. Alors c'est peut-être parce que je suis un garçon et que du coup on n'a pas du tout le même délire, on n'est pas dans la compétition en fait pour la séduction, ce genre de choses. Donc non, moi ça me touche pas ça. C'est clairement quelque chose que j'ai pas vécu. Et voilà. Voilà, ça c'était la première phase où j'ai eu des changements comme ça, des redéfinitions en fait de personnalité. Il a fallu effectivement réapprendre à vivre, mais c'était sympa. Et au final, j'ai gardé ce truc-là. Ça n'a plus de lien en fait avec mon physique. Ça n'a pas de lien. Je me suis juste dit, ouais, t'es capable d'être quelqu'un de désirable, et puis voilà, point. Et puis je me vois pas différemment aujourd'hui en fait. Voilà, vous faites ce que vous voulez, vos goûts ça vous regarde. Moi, je sais où je vais, je sais avec qui je suis. Voilà, tout va bien. J'ai pas, voilà, je vis pas du tout le même délire que cette personne. Et la deuxième fois, alors c'est un thème qui va plaire à l'un de mes auditeurs en tout cas.
J'ai eu une rupture euh, qui pour moi était assez difficile euh, avec quelqu'un qui partageait ma vie et dans ce couple en fait je m'étais investi de manière plutôt fusionnelle et ce que j'ai appelé pareil on lit pas beaucoup de littérature là on fait avec nos mots à nous, j'ai appelé ça une relation à dissolution de contours. Alors, les contours, qu'est-ce que c'est? Les contours, pour moi, c'est des traits de personnalité, en fait. Et la dissolution de contours, c'est quand vous êtes tellement accro à quelqu'un, à votre relation, etc., que votre système de valeurs, en fait, change. Vous en êtes impacté, et puis ça fait tellement longtemps que vous êtes avec cette personne que vous savez plus, au final, qui sont vos amis, parce que vous avez rencontré plein de gens entre-temps en étant en couple, et donc vous savez plus trop si les amis qui vous ont été présentés par votre partenaire ou sont les vôtres aussi. Vous avez une certaine timidité et eux ne font rien en fait pour vous aider à savoir. Il faut y aller activement parce qu'en réalité, la plupart du temps, ces gens-là sont toujours tout à fait bienveillants à notre égard et si vraiment ils nous apprécient à l'époque sans faire les faux culs, il n'y a pas de raison qu'ils soient plus vos amis un jour. Donc, il faut pas hésiter à essayer de reprendre contact avec ces gens-là. Euh, Et donc voilà, la dissolution de contours, pour moi, c'est ça, c'est ce système d'amitié, de valeurs, peut-être même de famille, parce que peut-être qu'on a été intégré dans une famille, dans une autre, etc. Donc les contours, c'est les contours de notre personnalité, en fait. C'est les moments où... C'est notre territoire, en fait, psychique. C'est, voilà. Et votre territoire psychique, quand vous êtes avec quelqu'un et que vous décidez de dissoudre vos contours, en fait, de vraiment vous investir de manière plus fusionnelle, etc., vous les bougez complètement. Et donc forcément, quand la relation s'arrête, il va falloir redéfinir ce qui est à vous et ce qui ne l'est pas. Où sont vos frontières en fait. Et ça, donc, c'est effectivement j'appelle ça un redécoupage en fait, des contours. C'est les moments où il y a une espèce de crise identitaire où il faut se dire bon, ben au final, ça et ça, c'était plutôt à moi quand même. J'ai toujours eu tel hobby que je pouvais plus forcément pratiquer pour X raisons parce que j'avais pas de temps ou machin ou parce que bon ma partenaire ne voulait pas me supporter là-dedans. Bon mais c'est peut-être l'occasion de se les réattribuer, c'est peut-être l'occasion au contraire de se dire bon ben euh, ces choses-là au final aujourd'hui ne m'intéressent plus non plus. Voilà. Vous noterez que j'ai failli dire tourner la page, hein, si pour les plus sagaces d'entre vous, vous l'avez vu passer. Voyez, j'évite quand même, euh, même si mes aires de broquet, de verniquet chargent des choses. Donc c'est au niveau du process du langage, c'est deux aires, il y en a une qui processe la compréhension du langage et l'autre la parole en fait. Et donc l'aire de Broca, c'est celle qui est responsable de la parole. Et donc voilà, faut éviter parce que je parle du patchwork, c'est des choses que je garde vivantes en fait, hein, moi tout ça. C'est pas des fantômes du passé, c'est pas des choses qui me hantent, c'est pas des choses qui, non, c'est là, c'est tout. C'est là, c'est ce que je suis. Et je suis cette richesse en fait de m'être redéfini 2 fois. Je suis cette richesse de m'être planté hier sur un podcast sur les maths. Je suis la richesse de m'être planté justement en disant ah j'ai envie de tourner la page. Je suis ça aussi. Je suis tout ça. Ça fait partie de mon expérience et ça fait partie de qui je suis. Euh, voilà. C'était ce que j'avais envie de vous dire là maintenant tout de suite. Du coup, je rends la parole à ceux qui veulent la prendre, comme toujours. Et je vous fais de gros bisous. À très bientôt.